Bonjour et bienvenue dans ce quatrième vlog, déjà le numéro 4, donc ça va faire quasiment un mois que j'ai commencé à faire les vlogs hebdomadaires. J'espère que ça vous plaît surtout et que bien, vous allez aimer partager cette vidéo le plus largement possible et discuter un peu des sujets que j'aurai traités ici dans les commentaires. Donc aujourd'hui on va voir donc, les 3 articles que j'ai publiés la semaine dernière. Je n'ai publié que 3 et je m'en excuse. Donc on va parler de la franchise, on va également parler donc de la personnalisation du produit et on va voir également comment gagner en notoriété rapidement. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Alors en ce qui concerne la franchise, c'est vrai que quand on est une jeune entreprise, on peut se demander comment je peux faire pour avoir des clients dans mon entreprise qui viennent, comment je peux faire pour les avoir plus rapidement, comment je peux faire pour gagner en notoriété. On y reviendra un peu plus tard sur la notoriété. Mais eh bien, c'est vrai que la franchise permet d'attirer plus de clients, permet de gagner en notoriété, puisque la franchise, c'est donc un contrat entre vous et votre franchiseur qui vous permet d'utiliser son enseigne pour vous, en fait. Pour faire simple. C'est un point intéressant, c'est un levier intéressant à utiliser, mais bon, ça dépend de la franchise, ça dépend vraiment de ce qui est offert dans le contrat de franchise, et c'est pour ça que pour les jeunes entreprises, en tout cas, je ne la recommande pas. Vous avez peut-être pu le voir dans l'article de blog, je ne recommande pas la franchise pour les jeunes entreprises. Pourquoi? Parce que c'est source de beaucoup de stress et de beaucoup de coûts également. En termes de coûts, on va venir revenir là-dessus un petit peu là. C'est énorme puisque vous avez donc déjà les droits d'entrée, vous avez les redevances, vous avez les redevances marketing, vous avez énormément de coûts qui sont liés à la gestion de l'entreprise et parfois même vous investissez de l'argent dans la franchise alors que vous n'avez même pas encore l'emplacement où vous allez vous installer. Par conséquent, vous allez devoir acheter ou louer un terrain, acheter ou louer des locaux, etc. Et ça va vite peser sur votre entreprise. Et quand on démarre, ben, on n'a pas beaucoup de fonds. Alors bien sûr, si vous allez voir une banque et dire que vous voulez ouvrir un McDonald's, en toute logique, la banque va peut-être vous prêter un peu d'argent. Mais il faut savoir que les droits d'entrée chez McDonald's, c'est 1 million d'euros. C'est énorme. Donc il faut pouvoir emprunter cette somme déjà et ensuite il faut la rembourser. McDonald's, un restaurant McDonald's n'est rentable qu'au bout de 3 ans. Faut dire ça, il faut avoir ça en tête. Que la franchise, même si c'est une bonne opportunité, même si c'est une formidable opportunité pour les jeunes entreprises et pour les entreprises en général, ça coûte de l'argent. Et comme je le disais, ça dépend également donc de la franchise à laquelle vous voulez participer. Parce que bien tout simplement quand vous achetez la franchise Intermarché par exemple, vous êtes sûr que vous allez avoir des clients, pareil pour d'autres enseignes. Je parlais de McDonald's, c'est pareil, vous allez avoir beaucoup de clients, vous allez générer du trafic au sein de votre entreprise. Mais est-ce que vous allez en générer plus que si vous lanciez votre propre fast-food, pour reprendre le cas de McDonald's? Eh bien ce n'est pas sûr, déjà parce que la concurrence va être accrue dans une même ville. Vous pouvez avoir 3, 4, 5 McDonald's et les gens vont choisir évidemment celui qui est le plus proche de chez eux. Et si c'est pas le vôtre, eh bien, vous allez perdre une partie de la clientèle sur votre zone de chalandise, nécessairement. Ça c'est la première chose à avoir. Ensuite, donc, je disais que c'est un vecteur de stress. C'est un vecteur de stress pour plusieurs raisons, tout simplement parce que, eh bien, comme je disais, il y a le coût de l'emprunt à supporter, puisque vous allez nécessairement devoir emprunter pour entrer dans une franchise. Le seuil d'entrée est tellement élevé parfois que ça va être nécessaire, à moins que vous ayez déjà beaucoup d'argent à la base, auquel cas, allez-y. Mais si vous n'avez pas énormément d'argent, le mieux c'est de prendre son temps, de commencer à s'installer, etc. Et effectivement, si les choses ne vont pas comme convenu et que vous voulez accélérer votre notoriété rapidement, une fois encore, on va y revenir plus tard dans la vidéo, ça peut être une bonne opportunité. Mais en début d'activité, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire.
Donc, rien que pour les raisons financières, finalement, c'est pas une bonne chose, hein. Et ensuite, c'est chronophage, et donc au niveau du stress, je vais finir là-dessus, même si les deux sont liés, hein. C'est vecteur de stress parce que donc déjà il y a le coût de l'emprunt évidemment comme je disais, mais aussi vous allez devoir gérer plein de choses avec la franchise, et c'est pour ça que je dis que c'est chronophage, parce que vous allez devoir participer à toutes les activités de la franchise, vous allez devoir être appelé à participer à des réunions régionales, nationales, vous allez devoir être appelé à faire des tas de choses pendant lesquelles vous serez nécessairement en dehors de votre entreprise et vous n'aurez pas forcément une bonne gestion. Hein, je prends Intermarché par exemple, le franchisé Intermarché, 3 jours par semaine, il n'est pas dans son magasin. Il doit faire des choses pour le groupe. 3 jours par semaine, si on ouvre du lundi au samedi, ce qui est souvent le cas, ça fait quand même 50% de la semaine où vous n'êtes pas dans votre magasin, vous n'avez aucun impact sur ce qu'il faut faire. Donc, si vous avez un personnel compétent, tant mieux. S'il est un peu moins compétent, bien, il faut essayer de voir les choses autrement. Et c'est pour ça que Intermarché, les franchisés Intermarché ont tous un directeur de magasin pour assurer la gestion quotidienne pendant qu'ils ne sont pas là. Et ça représente une source de coûts supplémentaires, parce qu'un directeur de magasin, ça se paye pas au SMIC, hein, en théorie. Donc, enfin, voilà, c'est plein de petits détails comme ça. Alors, pour aller plus loin par rapport à ce que je disais sur l'article de blog, c'est vrai que la franchise, ça reste une belle opportunité, comme je disais, mais avec beaucoup d'inconvénients. Et surtout, ce que je veux dire dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que n'allez pas vers la franchise parce que c'est la franchise et parce que il y a des gages de qualité et de résultats qui sont toujours présentés par les franchiseurs comme exponentiels. N'allez pas vers ça. Vous êtes un jeune entrepreneur, une jeune entrepreneuse, n'allez pas vers la franchise pour ces raisons. Allez-y si vraiment le projet derrière la franchise vous plaît, si vraiment vous ne pensez pas pouvoir avoir autant de clients que sans la franchise. Et voilà. Mais simplement, ce que je voulais dire également, c'est que ça dépend de vos objectifs. Hein, si vous voulez être une entreprise à l'international, il y a des franchises internationales qui existent, hein, mais si vous voulez exporter vos produits à l'international, n'allez pas nécessairement vers une franchise, puisque vous allez être limité sur un plan local, puisque vous allez être en concurrence déjà avec toutes les autres enseignes qui font la même chose que vous, et ensuite avec tous les autres franchisés du même groupe. Donc déjà, ça va être très difficile de se développer localement, donc nationalement ou internationalement, ce n'est pas possible. Voilà ce que je voulais dire. Par exemple, si comme moi vous êtes dans le marketing, il y a des tas de franchises d'agences de conseil en marketing, vous pouvez les regarder hein, sur internet, vous trouverez ça facilement. Quand on est comme moi à côté d'un pays comme la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, etc., on a envie d'aller voir de ce côté pour générer plus de trafic et voilà, avoir une présence internationale. Clairement, si vous êtes dans cette situation, ce n'est pas la peine d'aller vers la franchise, puisque vous allez avoir envie très vite de vous développer à l'étranger, et la franchise peut-être ne va pas vous permettre ça. Et on en revient toujours à cette histoire de coût, c'est-à-dire que puisque vous allez devoir payer énormément pour la franchise, hein, en général c'est un pourcentage du chiffre d'affaires que vous allez donner en redevance, en royalties, ça peut être 1, 2, 3%. 3% c'est énorme, c'est-à-dire que pour tous les 100 € que vous allez générer, il y a déjà 3 € qui vont partir dans la franchise. Il ne reste plus que 97 € pour payer donc votre local, votre matériel, rembourser votre emprunt. Et après, peut-être s'il en reste, faut faire une paye pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut paraître pas énorme, 3 € tous les 100 €. Mais avec ces 3 €, vous pouvez faire tellement plus que simplement payer une redevance. Enfin, voilà, je veux que vous ayez ça à l'esprit. Si vous êtes un jeune entrepreneur ou si vous êtes un futur jeune entrepreneur et que vous voulez vous lancer dans une entreprise et que vous voulez passer par la franchise, je vous demande de faire attention à ça. Voilà. Simplement. Après, comme j'ai dit, il y a des gens qui ont bâti leur succès, des entrepreneurs, j'en connais au moins un, qui a bâti son succès donc
passant de franchise en franchise, d'abord dans la literie, ensuite dans le commerce un peu, dans notre commerce spécialisé, et ensuite dans le regroupement de crédit, enfin bref. Il est passé de franchise en franchise comme ça, mais il le dit lui-même, s'il avait eu le choix, il ne serait pas passé par la franchise. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Il faut rester conscient de ça. Hein. Après, je dis, voilà, j'étais un peu négatif dans mon article de blog. Je dis que c'est pas une bonne idée. Voilà, il faut savoir raison garder et chaque cas est différent. Et si vous avez vraiment les fonds nécessaires, les fonds propres nécessaires pour pas avoir recourir à trop à l'emprunt et que vous voulez passer par la franchise, eh bien allez-y. Donc c'est quelque chose, voilà, je vous demande juste d'avoir ça en tête si vous voulez passer par la franchise. Gardez en tête que malgré toutes les belles plaquettes de présentation, malgré tous les entretiens que vous pourrez avoir, on va essayer de vous attirer vers la franchise. N'oubliez pas que c'est une structure de coûts, de temps et de stress importante. Voilà, gardez ça vraiment à l'esprit. Moi je suis là pour vous donner des conseils, après c'est à vous de les suivre ou non. Néanmoins, si vous êtes une jeune entreprise, je ne vous recommande pas la franchise, malgré tout ce que ça peut apporter. En tout cas, si vous allez vers la franchise, choisissez-la soigneusement et prenez une franchise qui vous correspond déjà en termes d'histoire et en termes de but à accomplir au final. Donc le deuxième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est le sujet de la personnalisation du produit et savoir si c'est vraiment utile. Alors quand on est une jeune entreprise, si on suit un peu les conseils en marketing qui sont ça et là, on peut trouver facilement que bien, la personnalisation c'est un des pinacles du marketing actuellement et eh bien c'est vrai, hein, personnaliser son produit, c'est vrai que c'est important, surtout dans le marketing actuellement. On essaie de faire que chaque client représente un segment de clientèle, ce qui est quand même quelque chose de colossal à mettre en place. Mais néanmoins, ce qu'il faut retenir de ça avant tout, c'est que oui, effectivement, il faudrait pouvoir personnaliser ses produits. Maintenant, vous avez une entreprise récente, une jeune entreprise, vous n'avez pas forcément les moyens matériels et financiers de faire ça, puisque ça coûte extrêmement cher, hein. Il faut adapter l'appareil productif. En conséquence, il faut prévoir la demande, donc il faut prévoir les stocks, etc. Ça peut être très compliqué. Par exemple, si vous vendez des chaussures, vous voulez proposer toutes les couleurs possibles, bien, vous allez avoir du mal à le faire, hein, puisqu'il va falloir des teintures de toutes sortes. Si bien que si vous n'avez pas de demande en rose pâle fuchsia, vous aurez cette couleur pour rien. Donc ça va vous coûter de l'argent et le stock en lui-même vous coûtera de l'argent également. Donc voilà, ce n'est pas une bonne idée que de vouloir personnaliser à outrance ces produits, à mon avis, pour une jeune entreprise en tout cas. Il vaut mieux, et c'est ce que j'expliquais dans l'article, il vaut mieux personnaliser l'expérience du client. C'est-à-dire que faudrait axer sur 3 leviers que je vais décrire là présentement, qui vont favoriser l'attachement du client à votre marque, à votre entreprise, et c'est ça qui compte finalement. Donc les 3 leviers à actionner sont ceux-ci, c'est-à-dire personnaliser l'expérience d'achat, personnaliser la communication et personnaliser la distribution. En ce qui concerne l'expérience d'achat, il faut bien avoir en tête que votre client, il faut qu'il vienne avant tout pour vous dans l'entreprise. C'est-à-dire que vous devez être la personne qui va représenter le mieux l'entreprise et qui va donner envie au client de venir. Il va tout simplement vouloir venir vous voir parce que vous vous occupez de lui, hein. Les clients actuellement sont très demandeurs de ça, les consommateurs de manière générale sont très demandeurs de ça, c'est-à-dire qu'on soit proche d'eux, qu'on soit à leur écoute et donc qu'on construise avec eux une relation durable.
c'est ça qui est important. Ça va vous aider en matière de fidélité, hein, bien sûr, et de relations clients de manière plus générale. Mais là, en ce qui concerne la personnalisation, il vaut mieux donc axer là-dessus, c'est-à-dire que vous allez donc proposer un produit à votre client qui répond à son besoin principal, on va dire, et à ses besoins annexes. Au fur et à mesure de la conversation que vous allez avoir avec lui pour déterminer de quoi il a besoin, essayez de voir s'il n'a pas d'autres besoins annexes que vous pourriez satisfaire. C'est important. Et ça rejoint donc le produit en termes de plan de marchéage, puisque vous devez connaître votre gamme sur le bout des doigts pour proposer quelque chose qui englobe vraiment le besoin principal et les besoins annexes. C'est très important. À ce sujet, donc, il faut bien comprendre en fait le cheminement de pensée du client. C'est-à-dire le client, lui, il vient parce qu'il a besoin de vos produits. Ça, c'est le principe de base, mais il faut lui donner plus que ça. Donc il ne faut pas hésiter vraiment à parler avec lui, bien cerner ses besoins, bien prendre le temps de l'écouter. Et si vous faites ça et que vous lui proposez donc un produit qui répond à son besoin principal et à ses besoins, on va dire annexes, entre guillemets, vous montrez donc que vous êtes à l'écoute de vos clients, que vous êtes attaché à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils disent, et que vous agissez en conséquence. Et ça participe aussi au fait d'être une marque. Hein, c'est un autre article que j'avais publié. Comment être une marque pour qu'on vous remarque, c'était ça le titre de l'article. Être une marque, c'est très très important de nos jours et ça passe notamment par la relation client et aussi par votre personnalité. C'est la première des choses, j'ai envie de dire, qui font que vous êtes une marque en fait. Voilà. Par rapport à ça, et donc en ce qui concerne maintenant la communication, donc comme je l'ai dit, je le répète et je le répéterai encore, les réseaux sociaux c'est très important, tout simplement parce que les réseaux sociaux vont vous permettre d'être très proche de votre clientèle et de vos habitués et de vos prospects, pour la simple et bonne raison que les médias sociaux sont aujourd'hui des médias qui sont assez conversationnels, même s'ils ne représentent pas la même chose. Hein. A priori, et même si pour être une marque, il vaut mieux avoir le même message sur chaque réseau social, vous pouvez quand même adopter une certaine posture sur chacun des réseaux, ce qui va faire que vous n'allez pas forcément cibler les mêmes personnes sur chacun de vos réseaux, et ainsi pouvoir déterminer quelle cible veut quoi, de manière plus précise. Voilà, ça passe par ça aussi, faire du marketing, simplement écouter le client, écouter ce qu'il a à dire, écouter ses besoins, et essayer de regrouper les segments de clientèle. Alors, ça peut être intéressant d'avoir un ou deux segments de clientèle par réseau social, tout simplement, pour vous c'est un gain de temps énorme. En fonction des besoins, etc., vous allez pouvoir prendre des notes là-dessus, faire des catégories, faire des cases. Et oui, des petites cases entre guillemets, hein, qu'on connaît tous. Et donc voilà, vous allez pouvoir donc mieux construire votre cheminement client, etc. aussi. Tout est lié en fait. Si vous vous axez sur un thème précis ou une action précise, ça va avoir des répercussions sur les autres actions que vous pourriez mener. Voilà, donc si vous faites une communication qui est orientée comme ça, réseaux sociaux, en essayant de donc cibler un ou deux segments de clientèle par réseau social, vous allez donc pouvoir améliorer par après l'expérience d'achat puisque vous connaîtrez déjà les besoins principaux et annexes de vos segments de clientèle. Il ne restera plus dans l'entretien qu'à déterminer à quel segment de clientèle appartient la personne que vous voyez. Voilà. Et donc en ce qui concerne la distribution, donc un bon moyen de personnaliser la distribution, c'est évidemment la vente à domicile. Je en avais parlé dans une autre vidéo et sur un article de blog, je ne reviens pas là-dessus. Mais la distribution, il y a plusieurs leviers que vous pouvez utiliser pour personnaliser le circuit de distribution. En fait, simplement, on raisonne sur une logique omnicanal, c'est-à-dire que vous êtes présent à la fois en physique et sur internet, en virtuel. Et par conséquent, vous proposez des services qui sont identiques. Soit vous dites à la personne qui achète sur internet, venez chercher votre colis en magasin. Soit vous dites à la personne en magasin, écoutez, je vous fais une livraison postale après, comme ça vous n'avez pas besoin de vous déplacer, etc. C'est proposer tout un tas de services qui vont s'adapter donc aux clients. Et c'est à vous de vous adapter aux clients, c'est pas aux clients à s'adapter à vous en fait. C'est ça qu'il faudrait comprendre ici.
en ce qui concerne la distribution en tout cas, c'est que vos clients ont des besoins spécifiques, ils habitent peut-être loin de votre entreprise, ils ont peut-être pas le temps de prendre leurs achats, ils n'ont peut-être pas la place sur eux, etc. Donc il faut leur proposer ce genre de service annexe. Ça représente un certain coût pour l'entreprise, on ne va pas se le cacher, notamment les envois postaux et la gestion de site internet évidemment, mais il faut bien avoir ça en tête que vos clients ont une multitude de besoins, vous ne pouvez pas répondre à tous, mais vous pouvez essayer de répondre au plus grand nombre. C'est pour ça que je donne l'exemple de faire la livraison en magasin ou alors envoyer le colis par la poste, etc. On peut en imaginer d'autres, j'en ai d'ailleurs cité d'autres dans mon article de blog que je vous incite à aller voir, le lien est dans la description. Et voilà, et ça c'est les 3 points qui sont essentiels pour personnaliser l'expérience du client au sein de votre entreprise. Et ça a un effet bénéfique au final, même si vous ne personnalisez pas vos produits et même si vous ne personnalisez pas votre prix, ce qui peut ne pas être évident, mais c'est qui est faisable quand même. Même si vous n'axez pas la personnalisation sur ces 2 points du plan de marchéage, vous êtes déjà sur les 2 autres, et ça le client le perçoit et va être normalement très content que vous le proposiez pléthore de services comme ça. Voilà. Évidemment, ça peut faire augmenter le prix, ça peut, on peut imaginer toutes sortes de répercussions, mais bon, on peut imaginer plein d'offres. Si vous faites livrer, il suffit que vous fassiez un post Facebook sur mon entreprise et je vous ai fait livraison, par exemple, ou un tweet contre le prix de la livraison, etc. Il faut voir ce qui est le plus rentable pour vous, il faut voir comment vous raisonnez, il faut voir, chaque situation est particulière, comme je dis aussi à chaque fois. Moi, mes conseils sont généraux, puisque je ne peux pas vous donner vraiment d'indications particulières. J'essaie de temps en temps de faire un article pour un secteur de métier, mais je préfère essayer de toucher tout le monde. Et voilà, et c'est ça qui est très important en fait aujourd'hui, c'est le client, il faut le mettre au centre de la prise de décision dans l'entreprise. Et rien que ça, c'est faire du marketing, même si vous ne personnalisez pas vos produits par la suite. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le client est au centre et que nécessairement, plus vous personnaliserez l'expérience d'achat, donc si vous pouvez personnaliser les produits en plus de tout ce que je viens de dire, c'est fantastique, mais plus vous personnaliserez l'expérience d'achat, plus le client sera satisfait, plus il sera enclin à vous recommander, à revenir chez vous, prendre des commandes, acheter, etc. Donc voilà, ça a que des effets positifs, même si c'est parfois coûteux. Voilà, si votre client ne demande pas la livraison à domicile, ça va rien vous coûter, et ça va rien coûter au client non plus. Donc voilà, tout le monde est gagnant, et vous le premier, et c'est ça qui est important ici à retenir, c'est que plus vous personnaliserez l'expérience d'achat, mieux vos clients seront satisfaits, et donc plus vous générez de trafic au sein de votre entreprise, et donc plus vous vendrez, et plus vous ferez de marge, et plus vous assurez la pérennité de votre entreprise. Donc dernier article que j'ai écrit pour la semaine qui vient de s'écouler, c'est sur la notoriété. Alors on en a un peu parlé avec la franchise. La franchise permet de gagner énormément de notoriété, mais comme on l'a vu, c'est coûteux. Et par conséquent, moi je vous propose d'autres moyens de gagner en notoriété assez rapidement. Donc la première chose qui est faisable pour gagner en notoriété assez rapidement, c'est essayer d'obtenir des labels sur vos produits, donc par exemple le label rouge ou le label agriculture biologique en fonction de votre secteur d'activité. Ce sont des labels qui peuvent être parfois durs à obtenir, mais quand même moins que les certifications ISO par exemple, où là le cahier des charges est vraiment très très complet. Ils peuvent être difficiles à obtenir, mais une fois que vous les avez obtenus, il suffit de maintenir un certain standard de production et vous pouvez les garder a priori éternellement. Et c'est ça qui est important, c'est que plus vos produits seront labellisés, plus les gens achèteront vos produits, et donc si votre produit sera nécessairement associé à votre marque, et par conséquent votre marque va gagner en notoriété et les gens vont vous connaître de plus en plus. C'est le premier point que je voulais aborder ici concernant la notoriété. Ça ne passe pas juste par l'enseigne, ça passe également par les produits. Et ça, les distributeurs de grande distribution l'ont bien compris, c'est pour ça qu'on propose des marques de distributeurs. Alors, pour certains distributeurs, je pense notamment Intermarché, ce n'est pas la marque Intermarché,
mais ce sont des marques qui appartiennent au groupe, mais qui sont facilement identifiables. Par contre, voilà, vous avez Leclerc qui est un marque repère, qui est important, vous avez Carrefour qui fait la même chose, etc. Donc, voilà, faire des produits de qualité, les faire labelliser, ça c'est important. Tout simplement parce que, comme j'ai dit, vos produits sont associés à votre marque, et si vos clients aiment vos produits, vos clients aiment votre marque, par définition, et par effet de corrélation. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire à ce sujet. La deuxième chose que je voulais dire à ce sujet, tout simplement, c'est utiliser les réseaux sociaux. Alors oui, encore, 2 fois dans la même vidéo, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais là, l'utilisation sera un peu différente de ce que j'évoquais dernièrement, parce que utiliser les réseaux sociaux, simplement, ça vous permet d'avoir énormément de visibilité, surtout si vous êtes une entreprise qui vend ses produits nationalement ou internationalement. Vous avez donc tout intérêt, et c'est quasiment forcé même pour vous, d'être sur les réseaux sociaux. Pour communiquer, pour présenter ce que vous allez faire, pour rassurer le consommateur, etc. Pour toutes les raisons que j'ai pu évoquer et toutes les raisons que je serai amené à évoquer dans le futur, les réseaux sociaux c'est très important. Notamment donc, les plus importants pour vous en tant que jeune entreprise, c'est Twitter, Facebook, LinkedIn et Google+. Et YouTube surtout, mais Google+, est en train un peu de monter en flèche, mais c'est vrai que c'est un réseau social qui est un peu oublié. Mais voilà, YouTube, Google+, c'est à peu près quand la même chose, si ce n'est qu'avec YouTube, bon voilà, c'est la vidéo, c'est un autre support. Bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, voilà, mais utiliser les réseaux sociaux c'est vraiment très important pour gagner en notoriété, parce que si vous vous contentez de passer par les médias traditionnels, la télévision, la radio, l'affichage classique en ville, vous allez avoir des difficultés à vous faire connaître quand même, puisque même s'il y a énormément de trafic qui passe, qui écoute la radio ou qui passe devant des panneaux d'affichage, vous n'êtes pas sûr que cela crée vraiment un impact, et si votre communication est mal dosée, ça peut avoir même un impact négatif. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Sur les réseaux sociaux, même si effectivement vous contrôlez moins la situation, puisque les nouvelles vont très vite dans le bon sens comme dans le mauvais sens, voilà, il vaut mieux aller dans le bon sens et donc créer des publications qui intéressent vos clients, qui les mettent au centre de l'attention, eux, et voilà, et par voie de conséquence, ça va forcément avoir un impact bénéfique, et ça plus rapidement que si vous utilisez une radio ou une télé locale par exemple, parce que tout simplement l'audience que vous allez toucher n'est pas la même. Enfin voilà, la publicité traditionnelle est très bien, je vais pas cracher dessus, néanmoins les réseaux sociaux coûtent beaucoup moins cher, juste du temps, et même si vous avez l'impression de manquer de temps quand vous êtes une jeune entreprise, ou un jeune entrepreneur ou une jeune entrepreneuse, simplement gardez en tête que les 2 heures par jour que vous allez passer sur les réseaux sociaux sont un mal nécessaire de toute façon, et que même 2 heures dans une journée c'est pas énorme finalement. Donc voilà, il faut garder ça en tête, il faut essayer de mettre une vraie stratégie de réseaux sociaux en place, et voilà. Et sur le troisième point que je voulais aborder sur le sujet de la notoriété, comment gagner de la notoriété rapidement, simplement c'est pas compliqué, c'est mettre en place des partenariats. Alors il y a l'influence marketing, dont j'ai un peu parlé déjà sur mon blog et dont je reparlerai sans doute plus tard, puisque c'est quelque chose en constante évolution. L'influence marketing simplement c'est faire appel à un influenceur, donc c'est une personne qui a une communauté assez importante, et donc voir avec lui ce que vous pouvez faire en échange d'un placement de produit par exemple, ou qu'il évoque votre produit. Sur le blog, je prenais l'exemple du jour du grenier, notamment avec sa chaîne Le Bazar du Grenier qui compte à peu près 1 million d'abonnés, un peu plus même. Il fait régulièrement des vidéos sponsorisées sur les produits, donc si vous êtes dans l'industrie du jeu vidéo, ça peut être effectivement pas mal.
Voilà, moi je présente l'exemple du joueur du grenier parce que tout simplement, quand il fait quelque chose de sponsorisé, il le met clairement dans le titre de la vidéo, comme quoi c'est sponsorisé. Et c'est vrai qu'un tel élan de transparence de sa part est très louable, j'ai envie de dire, parce que tout simplement, comme lui il est transparent, on va penser que vous l'êtes aussi. C'est voilà, le même effet que l'association produit-marque. Ici, c'est clairement ça l'objectif, c'est choisir des personnes qui sont transparentes. Comme je disais sur le site, donc ce sont des calculs qui sont à peu près un peu approximatifs, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, on peut imaginer que sur les 1 million de personnes qui sont abonnées, il y a environ 300 000 qui vont voir effectivement votre vidéo, plus d'autres personnes qui ne sont pas abonnées, qui vont peut-être la voir, donc on peut monter à peu près à 400 000. Et si là-dessus vous vendez que 10% de copies sur votre jeu vidéo, ça fait quand même 40 000 copies vendues grâce à ça. Et quand on sait qu'un jeu vidéo se vend à peu près à 50 €, je vous laisse faire le calcul, ça fait vite un gros chiffre d'affaires. Et donc pas mal de marge également. Donc, voilà. Après, bon, bien sûr, quand on travaille avec un influenceur, c'est aussi un jeu de négociation. C'est-à-dire, il faut lui donner ce qu'il veut, mais il faut aussi essayer de minimiser les prix. Et en fonction de la personne que vous voulez toucher, en fonction de l'influenceur, en fonction du nombre d'abonnés qui le suivent, vous n'aurez pas à négocier les mêmes tarifs, j'ai envie de dire, et les mêmes conditions. Donc voilà, il faut penser à ça. Si vous êtes une petite entreprise, prenez un petit influenceur. Si vous êtes une grosse entreprise, prenez un gros influenceur. Parce que son image va être associée après à votre image de marque. C'était déjà le cas dans la publicité, enfin, c'est toujours le cas, mais c'était déjà le cas il y a bien longtemps dans la publicité dite classique, la télévision, le spot publicitaire. Simplement, quand vous voyez Zidane qui vous vendait une bouteille d'eau, voilà, l'image de Zidane était associée à ça. Et donc voilà, l'influence marketing c'est intéressant ou pas intéressant, voilà, c'est toujours le problème, c'est voilà, l'image de la personne que vous allez contacter et qui va réaliser quelque chose pour vous va être associée à votre marque. Donc autant choisir correctement, ça peut coûter très cher également. Bon, après, comme j'ai dit, voilà, en fonction du niveau d'influence que ces personnes ont, les prix diffèrent, évidemment. Alors, par exemple, si moi vous me demandez de faire un article sur votre entreprise, ça va vous coûter pas grand chose, puisque je n'ai pas énormément d'abonnés, même si, bon, encore une fois, je vous remercie, hein, on est déjà très très nombreux et je trouve que ça continue. Mais voilà, enfin, il faut comprendre ça. Ensuite, les partenariats, donc ça peut se faire avec des labels, hein, pour revenir un peu au point avant. Notamment la French Tech, qui est un label et entre guillemets une marque qui est destinée donc aux startups françaises, donc des startups dans n'importe quel domaine. Tant que vous répondez à la définition qui est donnée par le site de la French Tech, vous pouvez donc mettre ce logo sur vous. Ça va vous coûter juste du temps finalement, puisque vous devez participer donc à la construction de cette marque, de ce label. Néanmoins, c'est du temps qui est utilisé à bon escient, puisque vous allez pouvoir faire remonter vos inquiétudes, vous allez pouvoir faire remonter vos besoins, et la French Tech va s'occuper du reste. Voilà, ça ne vous coûte pas grand chose, ça peut même vous rapporter gros, puisque la French Tech, du coup, plus il y aura de personnes qui aborderont ce label, plus il y aura donc de personnes qui seront susceptibles d'investir dans les startups et dans la French Tech, et du coup, ça c'est une belle opportunité pour vous parce que simplement ça vous permet de gagner de l'argent et de gagner en notoriété assez rapidement. Voilà. En termes de partenariat également, il ne faut pas oublier le sponsoring. Voilà, le sponsoring c'est toujours aider un club sportif, en général hein, c'est un club sportif mais ça peut être une autre association, en leur donnant des fonds, du matériel, etc. Peu importe, pour qu'ils fassent la pub à votre place. Voilà, c'est le même principe que l'influence marketing. Voilà, il n'y a rien de nouveau dans tout ça, hein. Le sponsoring, l'influence marketing, c'est la même chose. Vous pouvez dire, voilà, moi je sponsorise ce youtubeur ou cet influenceur et en contrepartie, il fait des posts sur moi. Voilà. C'est exactement le même principe. Néanmoins, bon, voilà, le sponsoring a un impact plus local, puisque à moins que vous soyez une très très grande marque, auquel cas vous pouvez sponsoriser le Paris Saint-Germain, et là c'est tout le mal que je vous souhaite, franchement. Voilà, vous aurez qu'une portée locale, voire régionale. Bon,
potentiellement national, on ne sait jamais, mais bon voilà. Il faut garder en tête cette éventualité que finalement c'est pas impossible à réaliser cette histoire. C'est pas impossible à mettre en place. Ça peut coûter de l'argent, comme ça peut en coûter très peu. Donc voilà, il faut voir, ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire là-dessus. Également, si une dernière chose quand même, c'est donc si vous voulez avoir plus de notoriété, il faut bien sûr être une marque. Hein, mais bon, vous l'avez compris, je pense, quand j'ai cité l'association de produits marques. Être une marque, tout simplement, j'ai fait un article complet là-dessus, donc allez le voir. J'en ai aussi également parlé dans un précédent vlog, donc allez le voir aussi. Et n'hésitez pas donc à regarder ça de plus près. Voilà, être une marque, ça passe par 2-3 petits points, je ne vais pas revenir dessus puisque ça a déjà été évoqué. Mais c'est peu d'efforts pour beaucoup de résultats et finalement c'est ça qu'on recherche quand on est une jeune entreprise, je pense en tout cas. C'est investir le moins possible de temps et d'énergie pour avoir un maximum de résultats et un résultat qui intervient assez rapidement. Donc voilà, ça peut vous permettre de le faire. Et voilà, c'est tout pour ce 4e vlog, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à l'aimer, à le partager, à le commenter, à aller voir les articles de blog, hein, donc je rappelle, les liens sont dans la description en dessous. Voilà, également n'hésitez pas à partager, rappelez-vous également que j'ai un Patreon, j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus pour expliquer un peu plus en détail la démarche que je veux suivre sur cette plateforme. Si vous aimez ce que je fais, si vous aimez ce que je dis et si vous voulez que ça continue, au moins considérez la chose et si vous ne pouvez pas personnellement, peut-être recommandez-le à quelqu'un qui pourra s'en occuper pour vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Bon. Voilà. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog et à demain pour un prochain article sur le blog. Au revoir.